Bonjour et tous nos vœux pour une année que nous souhaitons vraiment nouvelle. Dans le cadre de nos remises en ligne, je vous propose la conversation que nous avions eue avec Julian Jackson, le biographe britannique du général de Gaulle. Mercredi, dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous vous proposerons le second entretien avec David Elkaïm et Vincent Poimiro, les principaux scénaristes de la première saison de la série à grand succès d'Arte, En thérapie. Nous soutenir aujourd'hui vous permettra de bénéficier d'une déduction fiscale de 66% pour vos revenus de 2023. Il n'est jamais trop tôt. Notre prochaine émission publique, c'est dimanche prochain, le 8 janvier. Vous êtes bienvenus et vous pouvez déjà vous y inscrire. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui sera consacrée au général de Gaulle à l'occasion de la parution de la biographie que le professeur Julian Jackson signe et publie aux éditions du Seuil. Mais avant que nous nous lancions dans cette thématique, je voudrais juste vous rappeler que nous enregistrerons en public au Théâtre Michel, le lundi 13 janvier, nous y enregistrerons la première, c'est un lundi et non plus un dimanche, la première d'une série de 4 émissions hors série consacrées à Paris et que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire grâce à ce lien que vous trouverez sur notre site. Attention, pour couvrir la location du théâtre, cet enregistrement comporte une participation aux frais. Et à propos de frais, nous allons donc remercier celles et ceux qui assurent notre financement et qui ajoutent à leur soutien moral un soutien matériel. Et pour ma part, je remercie Christian Vallès, Yves Simone, Roger Jourdan, Gérald et Martine Arlin, et Catherine Prince, Michaela Wiegel. Je remercie au nom du Nouvel Esprit Public Pierre-Henri Comenet, Guy Marcenac, Jean-Marc Fayel et Jean-Pierre Gallois. Nicolas Bavrez. Au nom du Nouvel Esprit Public, je remercie Antoine Pommier, Antoine Corcel, Jean-François Moulin et François Markmann. Julian Jackson. Au nom de l'Esprit Public, je remercie Benoît Carré, Denis Mulman, Cécile Terouane, Bertrand Debray. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, j'exprime mes remerciements à Farid Ouatmani, Sylvain Ravenne, Joseph Losson et Martine Laverne. Merci à elles et à eux et merci à celles et à ceux qui vont prochainement les rejoindre. Vous avez compris que nous sommes ici avec le professeur Jackson, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France et ancien membre du cabinet du général de Gaulle, avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. J'ai trouvé dans les mémoires du diplomate, poète et journaliste libanais Salah Tétier cette appréciation sur le commandant de Gaulle, rédigée par le général de Bigot du Grand Rue lorsque de Gaulle quitta son poste au Liban. Depuis 2 ans que je peux l'apprécier dans les fonctions de chef du 3e bureau de mon état-major, je n'ai cessé d'éprouver pour l'ensemble des qualités intellectuelles et morales qu'il possède une estime mêlée d'admiration. Sur la valeur guerrière, je n'ai pas besoin d'appuyer, ses blessures, le reste de ses citations se passe de commentaires. J'insiste sur les mérites hors pair de ce soldat, qui développe par un travail constant les qualités qu'il a conscience de posséder. Il sait d'ailleurs les faire apprécier avec discrétion, gardant en toutes circonstances une attitude réservée, empreinte d'une correction toute militaire. Beau soldat, ce sera un beau chef,
qu'il y a intérêt pour le bien de son armée et de toute l'armée à pousser rapidement aux hautes situations où il donnera sa pleine mesure et ne décevra pas. Voilà une citation que je n'ai pas trouvée dans votre Non, que je ne connaissais pas, livre, en fait. Je connaissais pas. mais je suis très fier d'avoir trouvé quelque chose que vous n'avez pas mis dans votre livre, parce que c'est assez rare. Le 2020 va marquer un triple anniversaire, les 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle, les 50 ans de sa disparition et les 80 ans de l'appel du 18 juin. Pour nous y préparer, c'est le citoyen d'un pays avec lequel le général a entretenu des rapports pour le moins contrastés, la Grande-Bretagne, le professeur Julian Jackson, qui enseigne à Queen Mary. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de France au XXe siècle. On vous doit notamment La France sous l'occupation 1940-1944 aux éditions Flammarion. Et vous publiez, je l'ai dit, aux éditions du Seuil, De Gaulle, une certaine idée de la France, ouvrage salué par la critique britannique, américaine et française et couronné du Duff Cooper Prize. Pour cette biographie, vous vous êtes appuyé sur de nombreux fonds documentaires, lettres, des livres et sur les archives récemment ouvertes de la présidence de la Ve République ainsi que celle de Michel Debré. La personnalité rugueuse du général constitue une donnée essentielle pour comprendre un itinéraire parfois chaotique, courageux, déterminé, mais aussi colérique et ingrat. Charles de Gaulle paraît un homme pétri de contradictions. Je vous cite, un soldat qui passa le plus clair de sa carrière à critiquer l'armée, un conservateur qui s'exprimait souvent comme un révolutionnaire, un homme de passion incapable, ou presque, d'exprimer ses émotions. Fin de citation. Si le général de Gaulle s'affirmait guidé par une certaine idée de la France, vous montrez que cette idée était sujette à d'importantes variations, selon une dialectique toute bergsonienne qui cherche, je vous cite encore, à établir l'importance de l'intuition par rapport à l'intelligence analytique, de l'élan vital contre la doctrine figée. Fin de citation. Julian Jackson, quand vous avez commencé cette biographie, vous aviez une certaine idée du général de Gaulle. 1000 pages plus tard, comment s'est modifiée cette certaine idée du général de Gaulle ? Oui, en fait, effectivement, j'avais une certaine idée. Je crois on me pose quelquefois la question, est-ce qu'il y a des découvertes? Et je ne crois pas au scoop comme un journaliste. Je crois qu'un historien, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des scoops. Mais je crois que s'il y a quelque chose qui m'avait vraiment surpris dans l'action, le comportement du général de Gaulle, c'est sa capacité d'écoute. Qui c'est pas tout à fait l'image qu'on a du personnage, parce qu'on a l'image de quelqu'un en fait un peu froid, intransigeant, cassant, etc., qui cache, comme vous avez dit dans la citation, ses émotions, etc., qui sait exactement ce qu'il veut faire. Mais j'étais vraiment surpris que même au premier abord, oui, il était difficile. Il avait cette capacité. Il avait déjà à Londres pendant la guerre. Je donne 2 exemples et puis je m'arrête. Il y a d'autres choses, mais ça me semblait quelque chose pour un homme d'État qui est très très important et c'est pas donné à tout le monde. C'était pas par exemple le cas de Churchill. Churchill n'écoutait personne. Il avait des intuitions, mais c'était très difficile à la faire changer son avis parce qu'il n'était pas un intellectuel comme De Gaulle. Donc 2 exemples. Quand Christian Pineau est venu à Londres pour représenter la résistance en juin 1942 parce qu'il voulait avoir une déclaration des idées politiques de Gaulle. Et De Gaulle ne voulait pas qu'on lui arrache quelque chose. Il détestait ça. Mais Pineau voulait quand même quelque chose qui montrait que De Gaulle soutenait la démocratie, la République, etc. Et donc, il y avait des conversations très difficiles. Et un jour, Henry Hawke, qui était un des syndicalistes à Londres, qui était autour de Gaulle, qui connaissait De Gaulle depuis le début, parce qu'il se trouvait à l'ambassade en juin 1940, lui a dit « Mais ne vous désespérez pas. Il ne donne pas l'impression d'écouter, mais il écoute. » Et en fait, si je peux maintenant aller à la Ve République, beaucoup d'exemples, mais j'en prends un. C'est dans un témoignage que Paul de Louvrier a donné à un diplomate britannique. Et de Louvrier, c'était un jeune économiste qui était envoyé par De Gaulle en Algérie juste après son retour au pouvoir parce qu'il voulait savoir avoir une opinion sur l'Algérie. Et puis après, en fait, il a nommé de Louvrier comme délégué général en Algérie. Et de Louvrier, il va en Algérie, il rencontre des gens, il revient à l'Élysée.
Et De Gaulle lui dit, donnez-moi vos impressions. Il a fait un rapport écrit, mais il veut d'abord avoir ses impressions oraux. Et donc, pendant une demi-heure, l'ouvrier parle, il divise comme un bon fonctionnaire français son rapport en plusieurs, en fait, au moins 3. Et De Gaulle ne donne pas l'impression d'écouter, il dit rien, et quand même de l'ouvrier très jeune et très intimidé, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il en pense, il ferme les yeux de temps en temps, mais est-ce qu'il ne prend pas des notes? Et puis après la fin, De Gaulle dit merci, et lui-même, il parle pour, 35 minutes, et il reprend dans le même ordre tous les points que de l'ouvrier a fait, 1, 2, 3, 4, il les reprend, il fait ses propres commentaires, et puis il fait son synthèse. Et donc, ça m'a surpris, en fait, puisque vous posez la question. C'était pas mon idée du général de Gaulle. Vous donnez beaucoup d'exemples de cette façon du général d'écouter, mais quelquefois, contrairement à l'exemple que vous venez de donner avec Delouvrier, de ne pas réagir du tout, de laisser son interlocuteur partir très étonné, Oui. de n'avoir eu aucune réaction, et le même interlocuteur voit ressurgir ses propositions, et même quelquefois, il les voit ressurgir après que De Gaulle ait fait un commentaire plutôt négatif ou plutôt... Tout à fait. Il y a un côté, une espèce de, de rumination, on a l'impression, du général, et à un moment donné, il digère quelque chose ou il ne le digère pas, et ça ressort. Tout à fait. Donc, je crois qu'il était en constante rumination, en fait, De Gaulle. Et je suis tout à fait d'accord. Il était presque incapable de montrer de la gratitude et de se dire qu'il avait tort. Donc, mais un autre exemple, c'est Hervé Alphon, à Londres, ancien Français libre, qui est devenu diplomate après, en fait, qu'il avait essayé de le tirer vers la démocratie, vers la République. Et quelquefois, Alphon écrit, parce que son journal est magnifique pour comprendre De Gaulle, je trouve. Parce que c'est le seul qui va de la France libre jusqu'à la fin. Il n'y en a pas d'autres exemples. Et Alphon dit, le problème avec De Gaulle, je ne me souviens pas de la citation exacte, mais il n'écoute pas, il est intransigeant. Mais il voit exactement ce que vous avez dit. Quelques jours plus tard, ce qu'il a dit réapparaît. Même si De Gaulle ne lui dit rien, Alphon voit que ça a marché. Et donc, je crois que la phrase que vous avez utilisée, la rumination, De Gaulle est toujours en train de réfléchir, de penser. François Bujon de l'Étang, vous avez fréquenté le grand ruminant. Oui, c'est pas comme ça que je le percevais d'ailleurs, mais soit. J'ai eu la chance de le fréquenter très tôt dans ma carrière, puisque j'en parlais avec le professeur Jackson. J'ai eu la chance d'entrer au secrétariat général de la présidence de la République quand j'avais 26 ans et d'y passer au fond les 3 premières années de ma carrière. Je suis resté avec le général de Gaulle jusqu'à sa démission le 27 avril 1969 et je l'ai en effet beaucoup fréquenté parce qu'on le voyait beaucoup, finalement, jamais en tête-à-tête, ou très rarement en tête-à-tête. Et il avait, d'ailleurs, vous expliquez très bien dans votre livre ce qu'était la vie quotidienne à l'Élysée, il avait un emploi du temps extrêmement minuté, et tout ce qu'il faisait était géré d'une façon que je qualifie toujours de militaire, parce que c'est ce qui le définit le mieux. Il avait des habitudes de militaire. Vous dites très bien, par exemple, comme il voyait tous les soirs, quoi qu'il arrive, quelles que soient les nouvelles sensationnelles ou pas, le secrétaire général de l'Élysée à 18h, le directeur du cabinet à 18h20, le chef de l'état-major particulier à 18h40 et M. Focard à 19h. Ça, c'était... Et le journal télévisé à 20h. À 20h, Sauf une là, c'est vraiment... Après, il rassemblait les documents que nous lui avions fait passer par les aides de camp et il les montait à l'appartement et il était à l'appartement pour le journal télévisé de 20h, effectivement. Mais on le voyait souvent. Moi, j'avais la chance, puisque je faisais partie des diplomates du secrétaire général, d'assister par exemple aux remises de lettres de créance. Et c'était souvent l'occasion d'avoir des apartés, de le voir assez régulièrement. Et puis il avait coutume d'inviter de temps en temps à déjeuner à l'appartement 1 ou 2 ou 3 de ses collaborateurs, avec leurs épouses d'ailleurs. Intimidant, non, en fait, dont Madame de Gaulle exigeait qu'elle portasse chapeau pour l'occasion. Et c'était effectivement très intimidant, parce que c'était un personnage extraordinairement intimidant. Et en même temps, toujours avec ses collaborateurs, en tout cas qui étaient souvent beaucoup, beaucoup plus jeunes, d'une extrême courtoisie et d'une certaine patience qui était parfois surprenante, je dois dire. Mais je l'ai donc beaucoup vu, beaucoup approché. Et alors, si vous permettez que je vous fasse un compliment, pour commencer, j'ai beaucoup aimé votre biographie, que j'ai trouvée extrêmement vivante
est très humaine. Et c'est ce caractère humain que je mettrais en premier, parce que, tel Diogène, vous vous promenez avec une lampe à la main et vous cherchez un homme. Et ce que je trouve de très frappant dans cette biographie, c'est qu'au-delà de la geste gaullienne, au-delà du mythe, vous avez recherché l'homme de Gaulle, la personnalité. Et vous citez très méticuleusement et très souvent des choses qui marquent ses doutes, ses hésitations, ses moments de découragement, ses sautes d'humeur qui étaient nombreuses et dont ses collaborateurs sont témoins souvent. Je trouve que ça, c'est ce qui m'a le plus frappé dans la lecture de votre livre. Et en fait, je crois que c'est vraiment un défi pour n'importe quel biographe, parce que une biographie, par définition, c'est une personne, un personnage. Bien sûr. Et De Gaulle, il y a un côté, en fait, donc je suis en fait ravi de ce que vous venez de dire, parce que pour moi, c'était très important, mais c'était vraiment difficile. Je crois que c'est plus difficile dans le cas de De Gaulle que de beaucoup d'autres personnes, hommes politiques, parce qu'il est toujours en scène. Oui. Il est vraiment un comédien né, Oui. en fait. Oui. C'est un personnage qui s'est créé par la radio, et après, il a eu ses conférences de presse, sa façon d'utiliser la télévision, ça montrait qu'il avait les dons de comédien. Absolument. Et il parle beaucoup en fait, la métaphore du théâtre revient souvent dans ses écrits. Et donc, le problème pour moi, pour n'importe quel biographe, c'est-à-dire, où est, si la question n'est pas bête, où est la vraie De Gaulle? Parce qu'il est toujours en train, dans un sens, de jouer, même parce que j'ai beaucoup utilisé, bien sûr, Foccart et Alain Perfit, parce que quand même, ils ont beaucoup écrit. Ils ont beaucoup écrit, ils ont lu, et dans le cas de Foccart, comme vous venez de dire, il avait vu chaque soir, presque chaque soir. Oui. Mais le problème, c'est d'aller, de percer, si vous voulez, de voir à travers comment ils se présentent à eux. Parce que je crois que c'est Palevski qui a dit que même si, quand De Gaulle vous parle, il parle à lui-même, dans un sens. Et donc, pour moi, c'était un défi, et parce que le personnage est tellement pudique, et tellement, il vient d'un milieu, et d'une époque où on ne se montrait pas ses émotions, déjà, une culture catholique très du Nord, et tout ça. Et donc, pour moi, c'était difficile, mais il semblait nécessaire d'essayer de faire ça et de laisser, justement, comme vous avez dit, de donner un portrait et de laisser. J'ai pas toujours dit mes commentaires, en essayant que le lecteur peut essayer, comme moi, de cerner ce personnage que, je répète, je trouve quelquefois insaisissable. Nicolas Baffrez. C'est vrai que le général de Gaulle, dans un siècle qui a été celui ce que Nietzsche avait appelé le siècle des grandes guerres conduites au nom des idéologies, il est absolument central dans l'histoire de la France et dans les hauts et les bas de cette histoire. Et il y a cet extraordinaire paradoxe que vous relevez, c'est que c'est quelqu'un qui a dénoué 2 guerres civiles et un général qui a été élevé dans un univers maurassien et qui rétablit 2 fois la République, une fois en 1944, et qui en fonde une autre en 1958, qui est en train de battre le record de longévité des institutions républicaines en France. Alors, la première chose, c'est effectivement le brouillard, et je dois dire que par rapport aux autres biographies, et je pense que De Gaulle apprécierait le paradoxe, il fallait sans doute un Britannique pour comprendre effectivement toute cette myriade d'émotions du personnage, et surtout la manière dont il a fini par en jouer. Parce que, d'ailleurs, c'est des diplomates britanniques qui ont suivi De Gaulle et qui finissent par très bien montrer comment, au départ, assez souvent, ils l'ont traité de fou. Et ensuite, ils voient la manière dont De Gaulle instrumentalise, y compris ses colères, pour faire progresser un certain nombre d'objectifs. Et donc, le brouillard, il vient aussi, et là, il y a une vraie comparaison avec Churchill, me semble-t-il. Une des difficultés, c'est que De Gaulle a fait l'histoire, mais il a aussi écrit l'histoire. Et ça me rappelle la phrase de Churchill, que Churchill lance à Baldwin aux Communes le 6 juin 1936. Il lui dit « L'histoire dira que vous avez tort dans cette affaire, et si j'en suis certain, c'est que c'est moi qui l'écrirai. » Et De Gaulle, c'est la même chose. Il est comme Churchill. Il écrit l'histoire aux 2 sens du terme, il l'a fait, et ensuite, il est son propre historien, ce qui rajoute une difficulté supplémentaire. Et finalement,
la continuité, et je crois que c'est très bien vu dans le livre, la continuité, elle vient de la fameuse phrase du fil de l'épée. Il est vrai que parfois les militaires, s'exagérant l'impuissance relative de l'intelligence, négligent de s'en servir. Et De Gaulle, il n'a jamais négligé de se servir de son intelligence. Et c'est frappant de voir que ce qui va le servir en fait toute sa vie, ce sont les premiers livres, ceux de l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce que c'est qu'un chef ? Qu'est-ce que c'est que la relation entre le civil et le militaire ? Qu'est-ce que c'est que l'action ? Et c'est vrai que cette structure militaire, on la rencontre dans beaucoup d'aspects. En fait, il est clausewitzien d'abord dans la manière dont il aborde l'événement. Il y a la raison politique, il y a la vision du stratège et il y a le coup d'œil dans l'action. Et chez lui, c'est ce qu'on retrouve partout dans la politique économique, dans la guerre, dans la manière dont ils font de la Ve République. Il y a toujours la part de coup d'œil. Et donc, le génie de De Gaulle, c'est qu'il a une vision stratégique, mais il ne part jamais avec un système préconçu et fermé. Et comme vous le montrez très bien, ensuite, il s'adapte aux événements et il est capable, y compris, finalement d'aller pas du tout vers l'endroit qu'il avait prévu au départ. On l'a vu, par exemple, les positions différentes sur l'Allemagne sont un exemple. On l'a vu évidemment aussi à la manière dont il mène l'affaire algérienne. Il a une idée de ce à quoi il veut arriver, mais ensuite, il fluctue beaucoup. Et la dernière chose que je dirais, c'est que ça se voit aussi dans les institutions de la Ve République. Pourquoi est-ce que la Ve République est un régime aussi, j'allais dire, plastique ? C'est parce que on a ce côté militaire, c'est-à-dire la stratégie normalement est à l'Élysée, l'opératif est à Matignon, Premier ministre, et le tactique est chez les ministres. Et chaque fois que ses successeurs ont voulu faire remonter le tactique ou l'opératif à l'Élysée à la place du stratégique, eh bien la Ve République s'est mise à dysfonctionner fortement. Et je crois que vous pourrez le confirmer, De Gaulle ne s'occupait pas de la tactique. Et il veillait à ce que ses collaborateurs ne s'en occupent pas trop, justement. Nous allions dans les réunions interministérielles régulièrement, avec une instruction très ferme du général de Gaulle qui était d'y aller en témoin muet et de ne jamais y prendre la parole. Julian Jackson. Oui, non, je me trouve justement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. On pourrait peut-être revenir, parce que vous êtes un expert sur Aron, et puis bien sûr, Aron a écrit sur le maurassianisme de Gaulle, entre guillemets, je peux dire, de Gaulle, et vous avez parlé de milieu maurassien. Ça me semble très, très compliqué, et je ne suis pas sûr que j'avais vraiment résolu le problème. Mais pour l'autre, ce que vous avez dit sur justement la tactique stratégique, je suis tout à fait raison. Il est obsédé dans ses écrits, entre-deux-guerres, qui sont dans ce socle intellectuel de tout ce qui arrive après. Et c'est remarquable à quel point, en fait, le personnage intellectuellement est formé, en fait. C'est la doctrine des circonstances, l'importance primordiale des circonstances. Il faut une politique qui ne prend pas compte des réalités, n'est pas une politique, etc. Donc ça, mais aussi, justement, ce jeu entre... on peut dire stratégie et tactique, mais également entre intuition et intelligence et réflexion. Parce que moi, quand je prends par exemple quelle est l'importance, si on définit l'essence du geste du 18 juin, pour moi, il y a deux choses dans ce geste, en fait. Il y a à la fois une réflexion, une grande intelligence, parce qu'il dit pas, c'est pas, il faut résister, mais sans raison. Il donne une analyse, mais très précis, pourquoi la guerre n'est pas gagnée, pourquoi la défaite de la France n'est pas la fin de la guerre. Mais ça, il faut dire, il n'est pas la seule personne à l'avoir eu. Je crois que Paul Reynaud, par exemple, avait plus ou moins la même idée. Mais avec ça, il y a cette intuition, ce courage moral, si vous voulez, qui le fait agir. Donc, il y a ces deux choses qui, pour moi, définissent l'homme d'action qui est De Gaulle, réflexion et action. Et c'est les deux qui comptent. Juste une dernière chose sur, oui, justement, le problème, parce qu'on a parlé tout à l'heure de comment trouver la personne, en fait, le personnage. Oui, en fait, il écrit son histoire. Et il a dit une fois à Duff Cooper, quand je me regarde dans la glace, je vois toujours l'homme du 18 juin. Et donc, il campe son personnage. C'est connu, mais c'est quand même
remarquable que ce personnage écrit les mémoires de guerre où il y a un personnage qui s'appelle de Gaulle, qui n'est pas Charles, et vous montrez qu'il n'est à Douala, en fait. À Douala, oui, c'est c'est le mot à Douala mais il n'y a que César qui a fait la même chose. Mais César, c'est autre chose, parce que César, quand il a fait son histoire de guerre des Gaules, la guerre des Gaules, là, il le fait l'historien, donc il n'y a pas de jeu. Tandis que De Gaulle, il y a un jeu et il y a un De Gaulle. Donc, c'est entre les deux choses. Et il sculpte, et il fait ça exprès parce qu'il veut se créer comme un personnage. Et quelquefois, les gens me demandent, mais quelle est la plus grande réussite de De Gaulle? Mais il y en a beaucoup, mais je crois qu'une des plus grandes réussites, c'était la création de De Gaulle. Et il y a encore, pour parler encore de Hervé Alphand, je trouve que cette conversation qu'il a eue avec Alphand juste avant qu'Alphand, c'est pendant la période du RPF ou après la RPF, en fait, pendant la période du désert, je crois que c'est 55, Alphand, avant de partir pour Washington comme ambassadeur, il va voir De Gaulle, et il l'a pas vu depuis la guerre, en fait. Et De Gaulle est dans un de ces moments de mélancolie et de désespoir. On va tout perdre. La 4e République va perdre l'Algérie, Alsace-Lorraine, la Bretagne, la Corse. Tout est foutu, etc. Donc, et Alphand, oui, c'est déprimant, effectivement, mon général. Mais De Gaulle dit, ne vous désespérez pas. Vous ne savez pas qu'il y a eu, et il dit, un type qui s'appelait Clovis. Et 200 ans après, grâce au type Clovis. Et donc, il y a eu le général de Gaulle, et dans 200 ans peut-être, etc. Donc, cette création de quelqu'un auquel les Français peuvent se raccrocher dans leur vision de leur propre histoire est très, très important, en fait. Mais on pourrait peut-être revenir à cette question, parce que ça me tracasse, vous avez dit ça très rapidement, mais l'origine de ces idées, Maurras, etc., peut-être on peut revenir après, en fait. Après vous avoir lu, vous savez que les évêques catholiques, quand ils sont nommés, doivent se choisir une devise qu'ils écrivent sous leur blason. Et je me disais que si les présidents de la République française avaient dû faire la même chose, De Gaulle aurait pu écrire Constance et circonstance. C'est à peu près oui, ça c'est... Oui. Michaëla Wiegel. Oui, moi, Nicolas vient déjà de mentionner. Moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est comment vous montrez ces vues très évolutives sur l'Allemagne et que vous rectifiez aussi un petit peu ce que ces autres biographes ont toujours décrit comme une fascination d'origine, en quelque sorte, pour l'Allemagne, alors que vous avez trouvé dans ces écrits, quand il a eu ce séjour jeune Sansérien dans le pays de Bade, où nulle fascination, mais au contraire, une obsession par la dernière guerre et par celles qui sentaient déjà venir. Et vous décrivez aussi comment, après donc la Deuxième Guerre mondiale, voyant que son idée d'un morcellement en quelque sorte institutionnalisé de l'Allemagne n'allait pas se faire, il adapte à nouveau ses vues sur l'Allemagne et que finalement se résout à avoir en quelque sorte en Allemagne un partenaire, en Allemagne de l'Ouest, un partenaire. J'aimerais bien savoir comment vous, justement britannique, vous voyez, vous le citez en disant que finalement l'Europe, ça s'est toujours fait par une alliance des Germains et des Gaules. Vous voyez une constance justement jusqu'à aujourd'hui dans cette lecture où vous avez l'impression que c'était encore une fois plutôt de circonstances qu'il disait ça, que justement comme il avait accepté la perte de l'Algérie, il s'est tourné, parce que la concomitance des dates est quand même frappante, il s'est tourné vers l'Allemagne, le traité de l'Élysée est quasiment parallèle au dernier soubresaut de l'Algérie. Oui, non, oui, j'étais, parce que beaucoup de gens parlent de la fascination pour l'Allemagne, c'est pour ça que j'étais un peu sceptique dans le sens, je crois qu'il n'est fasciné que par la France, en fait. Mais il est quand même, comme tout jeune homme de sa génération, l'Allemagne, c'est le pays sur lequel il fallait réfléchir. Mais non, je crois que là, en fait, on revient à son adaptabilité parce que on parle beaucoup de
en fait, le rapprochement. En fait, on ne parle pas assez du fait que, en fait, c'est la Quatrième République, c'est Robert Schuman et Monnet, en fait, qui avaient dans un sens lancé le partenariat allemand. Mais ce que De Gaulle a pu faire, c'est encore la mise en scène, ce geste remarquable d'inviter Adenauer. Et ça, c'était vraiment une intuition. Adenauer, c'est le seul dirigeant étranger qui est invité passer quelques jours à Colombey en septembre 58. Et c'est quand même, il a compris instinctivement De Gaulle que ça donc c'était une façon de mettre en scène quelque chose qui était déjà en gestation, parce que c'est pas lui qui avait commencé le rapprochement après la guerre. Et Adenauer se méfiait de De Gaulle. Et Adenauer au début se méfiait, mais il faut dire que De Gaulle l'a envoûté après. Il se méfiait au début, oui, avant de le connaître, il se méfiait à 100%. Mais puis après, il était vraiment séduit parce que tous les deux partageaient ce même. On avait parlé de la courtoisie, une certaine socle de valeurs catholiques, etc., du 19e siècle, en fait, politesse, etc. Tous les deux très rusés, mais ça ne va pas, ça va toujours avec la courtoisie. Donc, oui. Mais sur l'Allemagne, il est toujours en réflexion, il s'adapte beaucoup. Mais je crois qu'il ne faut pas exagérer. Il y a toujours, pour moi, il y a une méfiance, en fait, qui n'est pas jamais très loin. Et il devient, donc on parle du traité de l'Élysée qui n'a pas tout à fait marché comme il voulait, mais il a accepté. C'est comme ça que ça arrive. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier avec De Gaulle, c'est que pour lui, tout est mouvement. Rien n'est figé. On ne réussit jamais. C'est-à-dire, on réussit, mais il y a une citation remarquable avec son entretien avec Cyrus Sulzberger, le grand reporter américain, qui voit De Gaulle une fois par an. Et une fois, Sulzberger lui dit, mais quelle est votre plus grande réussite et votre échec? Et De Gaulle dit quelque chose comme, je ne peux pas répondre à cette question parce que dans chaque réussite, il y a déjà l'échec et dans chaque échec, il y a la réussite. Donc, ça, c'est très bergsonien, c'est-à-dire tout est en mouvement, etc. Donc, pour lui, le traité de l'Élysée, ça n'a pas donné tout ce qu'il voulait, donc il fallait continuer. Mais je crois qu'en fait, il ne faut pas exagérer. La méfiance, c'est quand même et pas très loin, en fait. Et pour De Gaulle, le partenariat franco-allemand était basé sur le fait que les Français avaient le nucléaire et les Allemands ne l'avaient pas. Et pour lui, je ne veux pas faire parler De Gaulle de la tombe, parce que l'importance de De Gaulle, c'est qu'il est dans son contexte et on ne sait pas ce qu'il aurait pensé du monde actuel. Mais qu'est-ce qu'il aurait pensé de la réunification ? On ne sait pas. Ça, je suis sûr qu'il aurait été... Il en parlait beaucoup, mais toujours comme quelque chose qui était très, très loin à l'avenir. Donc, pour moi, c'est l'adaptabilité. Pour lui, tout est ancré dans cette relation entre ces deux pays. Mais la méfiance... Donc, en 67, il commence un rapprochement avec l'Union soviétique, la Russie, comme il l'appelait, parce que il y a toujours... Il revoit la carte de l'Europe comme quand il était jeune, en fait. Donc, oui, il n'y a pas de réponse simple à ce que vous avez dit. François Bujon de l'Étang. Non, ce que vous dites est très intéressant et je crois qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de réponse simple, c'est que, et c'est très sous-jacent dans tout ce que vous venez de dire, c'est que De Gaulle était un grand pragmatique, au fond. Il avait des idées très arrêtées sur les choses, il en avait sur les gens, très souvent, mais il n'était pas dogmatique. Il était pragmatique, il le dit d'ailleurs dans Le fil de l'épée, où il y a cette phrase extraordinaire, il dit toujours « l'action, c'est les hommes au milieu des circonstances ». Alors, les circonstances, elles changent. Les hommes, non. Ils ont à s'y adapter, au fond. C'est ce qui est... Et c'était un très grand pragmatique, et on l'a vu dans beaucoup de choses. Alors, nous venons de parler de l'Allemagne. Moi, je vais me tourner de l'autre côté. Vous êtes britannique. Et ce qui m'intéresse sont les relations entre De Gaulle et le monde anglo-saxon, au fond, et notamment avec les États-Unis. Il a eu des relations très difficiles avec Roosevelt pour des raisons dans lesquelles, je crois, les responsabilités sont très partagées, et une grande part, à mon avis, en incombe à Roosevelt. Oh, moi aussi, je suis d'accord, qui a 100%, été en fait. très mal conseillé Oui. par un certain nombre Oui. de Français, notamment en exil à Washington, Tout à parmi fait. lesquels Jean Monnet, je suis désolé, Oui. et Alexis Léger. Alexis Léger, que oui. j'allais mentionner, Oui. Philippe me devançait, qui a Je savonné craignais que toutes vous les ne blanches mentionniez possibles pas. à ce malheureux général de Gaulle. Et tout ceci a joué un rôle funeste chez Roosevelt. Mais il y a d'autres
américains avec lesquels il s'est fort bien entendu. Il avait beaucoup d'estime pour le général Eisenhower, dont il pensait qu'il avait bien compris l'importance de rétablir un pouvoir démocratique en France. Il lui a toujours été, jusqu'à sa mort, reconnaissant d'avoir accepté de laisser la 2e DB et la première armée française entrer à Paris avant les forces américaines. C'est Eisenhower qui a pris cette décision contre l'avis de Washington, d'ailleurs. Mais aussi avec Nixon. Ça, j'en suis témoin, parce que j'ai assisté aux entretiens de Trianon, du 1er et du 2 février 1969. Et je ne résiste pas, d'ailleurs, parce que vous avez mentionné M. Alphand, au plaisir de vous citer une anecdote, qui est que quand Nixon a décidé de se lancer dans la course aux primaires républicaines en 1968, il a envoyé des lettres à une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement dans le monde demandant à les voir, et il en a envoyé une au général de Gaulle. Alors nous avons, avec René de Saint-Légier, demandé l'avis du Quai d'Orsay, c'est-à-dire de M. Hervé Alphand, qui avait été ambassadeur pendant 9 ans à Washington et qui venait de rentrer au secrétariat général. Réponse de M. Alphand, que le général ne perde pas son temps avec M. Nixon, qui est un homme fini. Nous avons transmis cet avis au général de Gaulle, et le papier est revenu le lendemain matin avec en travers sa grande écriture penchée, disant « Dites à M. Alphand qu'il se trompe, je recevrai M. Nixon ». Il a reçu M. Nixon, et quand celui-ci a été élu président des États-Unis, sa première visite à l'étranger a été pour De Gaulle à Trianon, où il est venu avec Kissinger, où il a annoncé son intention d'établir des relations avec la Chine communiste et de mettre fin à la guerre du Vietnam dans les meilleurs délais, ce dont le général le pressait. De Gaulle aimait Nixon. Il considérait que c'était un homme solide dans la guerre froide contre l'Union soviétique, que c'était un homme à principe avec qui on pouvait s'entendre. Donc quand on dit De Gaulle s'est mal entendu avec les États-Unis, on pense surtout à Roosevelt et à la période de la guerre. On pense aussi à sa sortie de l'OTAN, au discours de Phnom Penh, etc. Mais malgré tout, il avait, vis-à-vis des États-Unis, une attitude beaucoup plus pragmatique que celle-là, et pas du tout d'a priori. C'est à cela que vous voulez en venir. Je suis très curieux d'avoir votre jugement sur ça. Tout à fait d'accord. 100% d'accord, en fait. C'est-à-dire que pour De Gaulle, déjà, il faut... je crois qu'il faut méfier quand on dit il était un ami ou respect. Pour De Gaulle, on n'a pas les États n'ont pas d'amis, en fait. Donc, ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Donc ça, c'est pour lui le point de départ. Mais je crois que je suis tout à fait d'accord dans le cas il y a deux choses, Roosevelt et De Gaulle. Là, Roosevelt n'a rien compris. C'est-à-dire, au début, je crois que Roosevelt... La stratégie de Roosevelt était tout à fait logique au début. C'est-à-dire que quand même, si ça aurait été possible de tirer le gouvernement de Vichy vers les Alliés, et c'était et si on pourrait faire basculer Vichy dans le camp allié, ça aurait pu sauver beaucoup de vies britanniques et américaines, tout à fait logique. Et donc, c'est possible. Et donc, le pari vichysois que fait Roosevelt, c'est logique jusqu'en novembre 42. Mais après novembre 42, quand la zone libre est occupée, quand l'Afrique du Nord est aux mains des Américains, ça n'a aucun sens. Et après ce moment, Roosevelt se bute, et ça n'a plus aucun sens. Et donc, un jour, il dit De Gaulle est communiste en puissance, l'autre jour, c'est des fascistes, etc. Il est mal conseillé, et ça devient une espèce d'obsession bizarre, en fait. Je comprends pas, parce que presque tout le monde autour de Roosevelt trouvait que c'était absurde. Eisenhower, bien sûr, mais même Hull, tout le monde. À la fin, il y avait une espèce de... Même après le débarquement, Roosevelt écrit à quelqu'un, je crois qu'il dit ça, je crois que les Français vont rapidement se débarrasser de Gaulle, on va voir qu'en fait, il n'est pas très populaire, etc. Mais c'est absurde. Donc oui, mais je crois on aurait tort de dire que ça, c'est la raison pour tout ce qui s'est arrivé après entre les relations entre De Gaulle et les États-Unis, parce que De Gaulle n'agissait pas comme ça. Non. C'était toujours les intérêts. Mais oui, c'est trop facile de dire que De Gaulle est anti-américain, pour moi.
pour moi, De Gaulle... Mais c'est quoi l'anti-américanisme, déjà? L'anti-américanisme, pour moi, il y a deux possibilités. Il y a les gens qui n'aiment pas l'Amérique, souvent la gauche française, pour ce que l'Amérique représente, ses valeurs, la civilisation américaine. Vous connaissez le mot de Jacques Julliard qui dit l'anti-américanisme, c'est le socialisme des imbéciles. Exact, oui. Et là, De Gaulle, pour lui... Parce que De Gaulle, pour moi, c'est un nationaliste, je dis dans le livre, c'est un peu prétentieux peut-être, existentialiste et pas essentialiste. C'est-à-dire, il ne préserve pas il ne veut pas comme Vichy une essence de la France. La France doit changer il est, en fait, sa première visite aux États-Unis, il est fasciné par la puissance des États-Unis, la puissance économique, la vitalité, etc. Il l'admire, il envie un peu. Donc ça, c'est vrai. Mais pour lui, le soi-disant anti-américanisme, c'est parce qu'il veut trouver pour la France un moyen de pouvoir agir dans le monde. Et la guerre froide a figé, dans un sens, les possibilités pour les moyennes puissances comme la France de pouvoir agir. Donc, ça aurait pu être la Chine aujourd'hui. Si l'Amérique était l'ennemi, c'était pas parce que c'était Amérique, parce que c'était dominant. Et il fallait toujours trouver un espace pour survivre. Donc, je suis d'accord. Et juste pour Nixon, ce qui est très... pour montrer, vous avez dit au début, vous avez parlé des contradictions du personnage, et quelqu'un qui a pu être admiré à la fois par Henry Kissinger et Fidel Castro. C'est quand même pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que Kissinger admirait beaucoup le côté cavour, Metternich de Gaulle, mais il y a aussi un côté Mazzini, en fait, qui est autre chose. Et donc, et De Gaulle, oui, il voyait... quand Nixon arrive, De Gaulle donne une espèce de cours magistral à Nixon, où il a dit, c'est remarquable, je le cite longuement, parce que c'est presque le dernier grand entretien, en fait, c'est le dernier avec un homme d'État étranger. Et il lui dit, ce qu'il dit sur Vietnam, c'est remarquable, mais il y a un peu de Schadenfreude aussi dans De Gaulle, parce qu'il voit les déboires des Américains au Vietnam. Ce qu'il dit est très intelligent. Il faut sortir, et ce serait moins difficile pour vous de sortir que pour nous d'Algérie, où nous étions pendant un siècle, etc. Et donc, oui, ces relations, oui, il apprécie l'intelligence et la ruse également. Oui, et le fait que Nixon était un homme structuré avec des idées très fermes. Oui. Nicolas Bavrez. Vous vouliez parler de Maurras, mais je pense en fait que vous avez donné la solution, c'est-à-dire que finalement, je crois que Bergson est plus important que Maurras dans la manière dont De Gaulle s'est formé. Il y a la fameuse phrase de Bergson, il faut agir en homme de pensée, penser en homme d'action, et ça, pour moi, c'est vraiment la manière d'être de Gaulle. La deuxième chose sur les structures, c'est les nations, et vous avez extraordinairement raison, mais... dans cette formation des nations, ce qui est fascinant, c'est que De Gaulle a en même temps extrêmement et profondément bien compris le système géopolitique du XXe siècle. Donc, la force des nations, c'est vrai qu'on le voit sur l'Allemagne. C'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle, on aurait pu penser, comme vous le montrez, qu'il aurait pu être séduit par un certain nombre de régimes autoritaires dans les années 30. Ce n'est pas du tout le cas, puisque pour lui, l'Allemagne, c'est d'abord l'ennemi. Il a très vite compris qu'il y aurait une nouvelle guerre, et donc il prépare la nouvelle... Et il n'y a aucune tentation, aucune sympathie pour les régimes de l'Italie mussolinienne ou de l'Allemagne hitlérienne. C'est fascinant sur la Russie aussi. Il y a cette phrase fabuleuse qu'on trouve chez Perfit, la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'eau. Et c'est vrai qu'il a pensé l'après-guerre froide en réalité. D'ailleurs, on retrouve en 1965, il avait dit que l'OTAN tomberait le jour où le rideau de fer tomberait. D'une certaine manière, c'est les problèmes auxquels on est confronté. Une autre chose, je trouve, sur quand même la puissance des intuitions de De Gaulle, c'est qu'après, justement, la chute du mur de Berlin et du soviétisme, on a récupéré les plans de frappe de l'armée soviétique, les plans de frappe nucléaires. Et il y a deux pays qui n'étaient
qui ne figuraient pas sur ses plans de frappe et qui étaient la France et le Royaume-Uni. Ce qui montre que la dissuasion, qu'on a beaucoup moquée, avait quand même des effets tout à fait pratiques. Et ce par quoi je voudrais, et pour rejoindre ce qui était dit, c'est là où il y a quand même une intelligence politique qui est très grande. C'est que contrairement au récent président de la République français, De Gaulle ne s'est jamais trompé sur la priorité. En 1958, il donne à la France une constitution, il refait une diplomatie, une défense, il redonne une politique économique avec Rueff, il casse l'inflation, il fait une politique de l'offre, il sort de l'Algérie. Et quand tout ça est fait, il fait de la grande politique. Mais il ne fait pas de la grande politique tant qu'il n'est pas sorti du boulet algérien. Et donc, la grande politique, c'est deux choses. L'Europe européenne avec Adenauer, et de l'autre côté, le positionnement de la France entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Ce qui est une intuition, il faut reconnaître que comme levier diplomatique, on a pu discuter de certaines initiatives, par exemple le Québec libre, mais comme levier diplomatique, on ne pouvait pas trouver mieux. Mais il a fait les choses dans l'ordre et il n'a pas attaqué la scène diplomatique et stratégique mondiale avant d'avoir réglé le problème français. Dans le prolongement, Michael Avigal. Oui, la tentation est trop grande de nuancer ce portrait vraiment très élogieux. Et je trouve que vous le réussissez très bien dans votre livre. Justement, vous montrez toujours aussi les contreparties de cette grande vision, en quelque sorte, que Nicolas a présentée avec beaucoup d'audace. En fait, j'ai l'impression, mais allez me corriger, que vous montrez très bien que cette façon d'être ne lui permet pas non plus de créer des partenariats très stables avec les autres pays et qu'on arrive notamment sur le plan européen à des situations où il ne lui reste que bouder et faire la politique de la chaise vide. Ce que je ne vois pas comme un grand succès, pardon de le dire. Et par exemple aussi, alors je trouve sur l'OTAN, on est probablement allé un peu vite parce que ce que vous exprimez très bien dans le livre, c'est les circonstances, le cadre exceptionnel dans lequel De Gaulle peut décider de sortir des structures militaires intégrées et en même temps rester un allié des Américains, dont les Américains savent qu'il est fiable. Et donc, j'ai l'impression qu'on ne peut pas plaquer cette situation, comparer cette situation aujourd'hui et d'en conclure tout de suite que l'OTAN n'est plus valable parce que le rideau de fer s'est écroulé. Ça m'intéresserait, quelle est votre lecture? Julian Jackson. Oui, en fait, juste pour rebondir sur, en fait, d'abord ce que vous avez dit sur Maurras, peut-être, mais en fait, les possibles tentations que De Gaulle aurait pu avoir dans les années entre deux guerres qu'il n'avait pas. Pour moi, la marque de Maurras en De Gaulle, s'il y en a, en fait, et là, je reste ouvert, en fait. Je reste ouvert parce qu'il en parle presque pas, et c'est quand même étrange. C'est l'importance de l'État. D'un État fort. Pour Maurras, ça devait être une monarchie, etc. Mais pour De Gaulle, parce que en fait, la pensée structurante ce qu'il manquait pour lui dans la troisième et quatrième, c'est qu'il n'y avait pas d'État. On connaît très bien la boutade sur Lebrun, qui est quand même le président Lebrun, le dernier président de la Troisième République, dont il avait dit, comme chef d'État, il lui manquait deux choses. Il n'était pas un chef, il n'y avait pas d'État. Et pour lui, l'État, c'est... Et pour lui, c'est l'armée qui est la colonne vertébrale de l'État. Oui, qui devait être, en fait. Parce que le problème, en fait, pour lui, le drame d'Algérie, c'est que, en fait, l'armée n'était... Parce qu'une armée sans État, une armée à la dérive, en fait, des soldats perdus, etc., en fait. Donc, oui, et donc il a créé ce système que, comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, hybride, qui est la Cinquième République, qui est là, je sais qu'en
on la critique quelquefois, il y a souvent des critiques, mais moi je dis toujours, et maintenant en fait, pour un Anglais, je ne suis pas dans une situation où je pouvais vraiment critiquer les institutions d'autres pays, voyant ce que nous vivons actuellement en fait. Mais les gens qui critiquent, je sais pas, c'est trop autoritaire, etc., oui, mais pour moi, la réponse c'est qu'en fait, il n'y a jamais un système politique qui est parfait. En fait, ça n'existe que dans les fantaisies des constitutionnalistes. Il n'y a jamais de perfection. Et j'ai cité dans le livre ce que Hollard a dit, Alphonse Hollard, historien de la Révolution française, qui a dit que la République était belle sous l'Empire, et que le parlementarisme est beau sur la Cinquième République. Donc, il y a toujours un équilibre. Et pour moi, je trouve que depuis 60 ans, ça a quand même pas mal marché, en fait. C'est pas parfait, mais les systèmes parfaits n'existent pas. Et il a, dans un sens, résolu un problème qui existait depuis la Révolution française. Il a dit même à Harold Macmillan en 1943 que la crise française s'est ouverte en 89. Et donc, il veut réconcilier l'État et la nation, la gauche et la démocratie et l'État, etc. La monarchie et la République. La monarchie et la République, exactement. Oui. Donc, oui, mais pour parler, je suis d'accord, il ne faut pas quand même... mais parce que comme vous avez dit... l'empreinte de Maurras, vous avez parlé de la nation. Et là, je crois que je vais juste citer, c'est très, très court, pour montrer les intuitions que vous pouvez avoir sur la géopolitique, mais qui venaient d'une fête qu'il croyait à l'importance fondamentale de la nation. Il pensait que la nation était la chose éternelle, qui est faux. En fait, la nation est très récente. Mais il dit par exemple, à Perfit en 64, et je ne sais pas pourquoi ils sont en train de parler de la Yougoslavie, et il dit encore faudrait-il qu'il y ait une nation yougoslave. Il n'y en a pas. Il n'y a que des bouts de bois qui tiennent ensemble parce qu'ils sont liés par un bout de ficelle. Le bout de ficelle, c'est Tito. Quand il ne serait plus là, les bouts de bois se disperseront. Et ça vient parce qu'il pense que tout ce qui compte, c'est la nation. Et donc, c'est pour ça qu'il peut penser à l'après-guerre froide, parce qu'il ne pense pas, et ça, là, il est très différent, par exemple, de Jean-François Revel ou d'Aron, Revel qu'il a détesté comme un libéral qui croyait l'importance des idéologies, et Aron qui était sceptique parce qu'il était obsédé également par les idéologies. Et De Gaulle, je crois qu'on peut dire que De Gaulle a gagné cet argument parce que ces idéologies sont écroulées et ce qui a survécu, c'est la nation. Mais je suis d'accord, je crois que mon livre est souvent très critique, comme De Gaulle, comme acteur dans la scène internationale. Mais pour moi, le rôle de biographe, c'est pas de donner de noter en fait la personne. Et je trouve que oui, cette obsession de bouger toujours, ça crée une certaine instabilité dont vous avez parlé, en fait. Et vers la fin, je trouvais que ça marchait moins bien. Il y avait un côté où un vieux homme qui pense que le temps est limité, et je trouve qu'il se maîtrisait, il maîtrisait les choses moins bien en 67, 68, c'est autre chose. Mais je crois qu'il avait, même quand il avait tort, et tout le monde a tort, même quand la tactique ne marchait pas, il y a toujours cette intelligence qui essaie de penser le monde. Et je crois que c'est pas qu'il avait réussi toujours à voir bien, et je suis d'accord avec la chaise vide, mais déjà, si on prend la chaise vide, il y avait toujours un côté de théâtre. C'est-à-dire qu'il voyait bien qu'il gardait ses bases là. Donc il faut pas, même au moment où il est le plus... il va très souvent jusqu'au bout, et il ne va pas... Il ne se jette pas dans le vide, si vous voulez. Donc, il est très compliqué. Mais je suis d'accord, en fait. La politique de rapprochement avec l'Union soviétique, ça n'a pas donné grand-chose, il faut dire. Mais dans un sens, je crois qu'il avait quand même raison de vouloir la tenter. Et donc, c'est ça qui... Et je crois que pour moi, ce n'est pas qu'il a réussi, mais ce que je trouve fascinant dans le personnage, c'est cette constante réflexion sur le monde qui est ancrée dans un socle d'idées
fortes qui viennent du XIXe siècle, en fait, mais qui donnent une cohérence à l'action. Je crois que si nous avons retenu essentiellement tout ce qui montre que De Gaulle était un grand homme et un grand homme d'État, c'est un peu pour illustrer cette phrase d'Alphonse Sollard, c'est que la République était belle sous l'Empire et le général De Gaulle est très beau sous ses successeurs. Oui. Mais il est vrai, et c'est vrai aussi, vous en êtes en partie responsable, parce que oui, votre livre est critique quand vous croyez qu'il faut être critique, votre analyse est critique quand il faut être critique, mais l'ensemble du livre fait surgir un personnage auquel on s'attache comme à un héros de roman. Il y a une chose qui, moi, m'a frappé, il y a une phrase de Hitchcock qui dit dans un film à suspense, ce qui est intéressant, ça marche quand les gens connaissent déjà la fin. Et c'est la manière dont on arrive à cette fin et moi, j'ai lu votre livre comme ça. On connaît la fin du général et on en connaît même beaucoup de choses puisqu'on en a été contemporain, du moins pour ce qui me concerne, la partie de 58 à son départ. Et je rentrais chez moi un peu plus tôt pour pouvoir lire, votre livre fait 1000 pages, donc on ne le lit pas en 5 minutes, mais pour pouvoir en lire un peu plus que je n'en aurais lu si j'étais rentré plus tranquillement. Il y a quelque chose de littérairement très réussi. Je crois d'ailleurs que votre traducteur mérite tout à fait. Elle a fait un beau travail. Des compliments très remarquables. Alors, il y a juste une chose qu'on n'a pas évoquée, évidemment, on arrive à la fin de cette émission, mais et qui là, pour le coup, n'est pas une réussite, c'est l'incompréhension de la société et de l'évolution de la société. Puis il y a une autre chose qui est plus anecdotique, c'est que De Gaulle parle tout le temps, mais il parle tout le temps en privé, à des gens qui le répètent ou qui l'écrivent ensuite dans leur mémoire. Et ce qu'il dit est tout à fait contradictoire. Ce sont des espèces de propos de table qui tout à coup, repris, répétés à l'infini, deviennent un élément de la doctrine. Je pense notamment à ce que le général avait pu dire sur ce qui arriverait si l'Algérie restait française, que Colombey les deux églises deviendraient Colombey les deux mosquées, etc. C'est de l'ordre des propos de table, me semble-t-il, mais tout à coup, pour les besoins d'une polémique, ça devient une espèce de doctrine selon lesquelles... Et là, il y a quelque chose qui est le contraire, et vous montrez bien que ça n'a pas de sens, parce que précisément, c'est le caractère évolutif, dialectique, bergsonien, appelons-le comme on veut, du général, fait qu'il lance quelque chose pour voir comment ça revient. Et à partir de ça, il se fait une idée. Et ça, aujourd'hui, ça devient très difficile, parce que c'est pas dans les mémoires de vos interlocuteurs que vous le retrouvez, c'est le lendemain matin dans la presse à la rubrique confidentielle. Donc voilà, mais peut-être un dernier mot sur les rapports entre De Gaulle et la société, l'évolution de la société. Il y a deux choses, en fait. En fait, et là, j'imagine que vous parlez un peu de 68, en fait. Et pour moi, en fait, je dirais que personne parmi la classe politique française a compris 68, en fait. Mitterrand n'a pas mieux compris 68. Même Mendes France, qui était un peu l'héros, n'a pas vraiment compris 68. Et donc, et pour moi, ce n'est pas étonnant qu'un homme qui s'approche de 80 ans, qui vient du milieu d'où il vient, n'aurait pas compris ce mouvement que je trouve, en fait, j'ai écrit un peu sur 68, que je trouve moi-même difficile à cerner. Donc, pour moi, c'est pas étonnant. Ça aurait été, le contraire aurait été étonnant, en fait, s'il avait compris. Donc oui, je crois qu'il avait pas, je crois que ses idées, en fait, personnellement, je trouve que ces idées sociales, c'est-à-dire ces idées sur la... moi, je trouve que ça, c'est un peu creux. Personnellement, je crois qu'il y a je sais qu'il y a des gaullistes maintenant qui trouvent que c'est... Mais moi, je sais pas mon opinion. Mais juste pour la dernière chose, en fait, maintenant, comme la République est belle, comme De Gaulle est beau sur ses successeurs, c'est pas seulement ses successeurs, c'est aussi... Je crois que maintenant, quand les Français voient De Gaulle, à travers De Gaulle, on voit Brigitte Bardot, on voit Jean-Paul Sartre, on voit la Citroën DS, on voit le Caravelle, on voit Poulidor. C'est-à-dire, on voit une grande période de l'histoire française où la France était vraiment presque intellectuellement encore le centre du monde. Et donc, je crois que dans la nostalgie pour De Gaulle, il y a un peu de nostalgie, pas que pour le personnage, mais que pour la période qu'il incarnait dans les années 60. Ce sont les derniers mots de votre livre où vous expliquez que De Gaulle a sauvé l'honneur de la France. Là, j'y crois. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Oui. Et comme vous le disiez, au-delà de Poulidor, au-delà de Brigitte Bardot, je crois que surtout, c'est une période de l'histoire où il a fait en sorte que les Français soient fiers de la France et d'eux-mêmes.
Et compte tenu de ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est vrai que ça n'était pas très facile. Et pour moi, ça, c'est la clé. On a à peine parlé de la guerre, mais pour moi, ça, c'est la chose la plus importante, ce qu'il a fait pendant la guerre. À l'idée que quand on voit De Gaulle, on voit Brigitte Bardot, Madame De Gaulle aurait probablement été étonnée. Oui. François Bujon de l'État. Moi, j'ai assisté à l'entrée de Brigitte Bardot à l'Élysée, dans la grande réception des Arts et Lettres, où elle était habillée en hussard. Et le général de Gaulle lui avait fait un très joli compliment en lui disant « Ah, madame, quel joli petit soldat vous faites !» Moi, je voulais simplement dire, in fine, que parmi les multiples raisons pour lesquelles je vous sais gré d'avoir écrit ce livre, que j'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant, c'est que dans les toutes dernières pages, vous laissez presque le dernier mot à Régis Debray, ce qui me console d'ailleurs d'avoir passé des heures et des heures à chercher à l'extraire des prisons boliviennes quand j'étais à l'Élysée. Régis Debray, dans son livre « À demain, De Gaulle », nous donne presque le mot de la fin, par-delà tous les jugements qu'on peut avoir sur le personnage, ses succès, ses échecs, puisqu'il écrit, et vous le citez, « Son nom seul servira longtemps de gomme à effacer la médiocrité ». Merci de ce dernier mot. Je pense que Julian Jackson est d'accord. Qu'est-ce que vous préparez maintenant? Quel est l'autre? Oui, je fais un livre sur le procès Pétain. Pourquoi, en fait, et donc je revois le procès et j'utilise les 3 semaines du procès pour revivre ces années et pour poser les questions, quel était le crime, si vous voulez, de Pétain, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Nous l'attendons et nous le lirons avec plaisir. Je vous rappelle que cette émission est préparée avec Sophie Jacquin. Le site est maintenu dans son dynamisme par Nicolas Tourneau. Benoît Carré assure la transcription, le compendium de nos conversations. Thibaut Delage a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville est le producteur avec la société Nouvelles Écoutes. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.